De nouvelles mesures pour réglementer la transhumance au Togo. C'est la réponse du gouvernement aux nombreux incidents survenus ces derniers jours durant la campagne 2015-2016 du mouvement des bouviers et de leur bétail sur le territoire national. La question sécuritaire préoccupe toujours les autorités togolaises. Cette semaine, ce sont les gendarmes qui étaient en formation sur les nouvelles normes de sécurisation pour parer à toute éventualité. Une théorie suivie de la pratique qui dénote de l'assimilation effective de la formation. Et puis au Niger, pas de victoire pour le président sortant Mahamadou Issoufou au premier tour de la présidentielle. Après les résultats, il devra affronter en second tour l'ancien premier ministre Hama Amadou, aujourd'hui en prison. Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Le Togo, à l'instar des autres pays de l'espace UEMOA, favorise depuis plusieurs années l'entrée de bétail en transhumance en période de sécheresse en provenance de pays du Sahel. Et très souvent, malgré les multiples dispositions mises en place, des incidents surviennent du fait de la dégradation des champs des autochtones par le bétail. Et cette année, les incidents ont été meurtriers, poussant le chef de l'État à prendre des mesures idoines et dépêcher une équipe ministérielle sur les lieux des drames. C'était hier à Notché et à Gbelouvé. Le reportage est signé Edem Soussoupa. Démarré il y a de cela un mois au Togo, la transhumance a enregistré des incidents avec à la clé des victimes. Et pourtant, la sensibilisation a été permanente cette année sur le terrain et menée par les différentes commissions. Champs et greniers dévastés par des troupeaux de bœufs, abattage systématique des bœufs et affrontements entre bouviers et producteurs. Les scènes que présente la transhumance sont déplorables. C'est souvent la nuit qu'ils traversent nos champs avec leurs troupeaux et après leur passage, c'est le chaos. Et celui qui tente d'arrêter les bouviers, il le blesse. Nous comptons sur le gouvernement pour régler ce problème. La période de la transhumance est toujours accompagnée ou disons par des intrus qui rentrent et qui sèment de la pagaille pour leur permettre de profiter des animaux. Parce que c'est l'époque où les voleurs même s'infiltrent et ils rentrent et c'est eux qui créent des problèmes. En 2015, la campagne de la transhumance avait très bien marché. Aujourd'hui, elle présente encore des incompréhensions entre producteurs, bouviers nomades et transhumants. Le chef de l'État a donc dépêché à Notien dans la préfecture de Ao et à Gbelouvé dans le Zior une délégation ministérielle. C'est pour écouter, analyser la situation, présenter aux familles les condoléances et la solidarité du président de la République et du gouvernement et souhaiter prompte guérison aux blessés. Occasion aussi pour le ministre en charge de l'agriculture et son collègue de la sécurité et de la protection civile de présenter les nouvelles mesures élaborées pour mieux gérer la transhumance. Notamment l'interdiction de la transhumance de nuit. Il est interdit aux transhumants de se munir d'armes à feu. Il y a 5000 balises qui vont être implantées pour caractériser les couloirs par lesquels les transhumants devraient passer pour éviter les dévastations de champs. Pour prôner l'apaisement, il appartient aux forces de sécurité de rassurer tout le monde. Les forces de sécurité doivent être sur le terrain. Nous sommes au début de la transhumance. Malheureusement, il y a eu des cas de mort d'hommes, ce qui n'est pas une bonne chose. Donc nous demandons à nos éléments d'être sur le terrain, d'intensifier leur patrouille pour rassurer. Et si un agriculteur est victime de dévastation, les forces de sécurité doivent se déplacer, aller constater, rechercher l'auteur de cette dévastation. Et avec le service de l'agriculture, trouver une solution, c'est-à-dire dédommager l'intéressé. L'opération d'identification et d'enregistrement des bouviers, qu'ils soient transhumants ou nomades, va démarrer le 1er mars pour prendre fin le 15 mars prochain. Les bœufs porteront des insignes avec l'initiale de leur propriétaire. Des panneaux de signalisation seront installés dans les couloirs de transhumance. Et le gouvernement va procéder à des contrôles réguliers afin d'éviter les entrées précoces et les départs tardifs des bœufs sur le territoire togolais.
Et lorsque ce sont des personnes qui se déplacent, on parle là de migration. Mais dans ce mouvement, on retrouve souvent des mineurs non accompagnés. Depuis 2013, un projet est exécuté dans 5 pays d'Afrique de l'Ouest, dont le Togo, pour protéger justement ces enfants migrants exposés à tout danger. 3 ans après, l'heure était au bilan cette semaine du côté de Cotonou, au Bénin. Christine Pichikel. Pour des raisons liées aux ressources financières, au conflit et à la maltraitance, des mineurs quittent leur milieu d'origine pour d'autres destinations. Des organisations en charge de la protection des enfants sont aujourd'hui d'avis, après analyse, que tous les enfants qui se déplacent ne sont pas forcément victimes de traite. Les enfants en situation de mobilité méritent alors une protection. Et pour leur meilleur accompagnement, le projet régional mobilité est mis en œuvre depuis 2013. En termes de résultats ou d'effets immédiats de ces activités-là, il n'y a que les comportements en matière de mobilité des enfants qui se déplacent à changer. Les gens ont compris que toute mobilité n'est pas forcément nuisible. L'approche mobilité est suivie de l'approche accompagnement protecteur de l'enfant. Cela signifie que la protection de l'enfant doit être à tous les niveaux. Sur toute la ligne, l'enfant doit être protégé au cours à la zone de départ, au cours de son itinéraire et jusqu'à la zone de destination. L'approche mobilité se base sur la réduction de la vulnérabilité des enfants en situation de mobilité. Au niveau des 5 pays bénéficiaires, des changements significatifs sont à noter aussi bien auprès des travailleurs sociaux que des autres acteurs concernés. Les résultats obtenus au bout des 3 années de mise en exécution sont encourageants. Aujourd'hui, je pense que les États africains dans lesquels on s'est engagé ont une meilleure connaissance en fait, des enjeux de la mobilité. On peut être satisfait déjà du chemin qu'on a parcouru lorsqu'on voit un peu le nombre d'enfants qui a été accompagnés dans le cadre de ce projet, lorsqu'on voit le nombre d'acteurs mobilisés, lorsqu'on voit un peu les changements qu'on commence à percevoir au niveau des acteurs et des partenaires. Le projet a été réalisé avec le soutien financier de l'Union européenne. La mise en œuvre assurée par les délégations Terre des Hommes, accompagnées par Sabou Guinée, Essam Bénin, ETD Togo, l'Association des enfants et jeunes travailleurs du Burkina Faso et ENDA du Mali. La phase 2 du projet est en cours de préparation pour la pérennisation des acquis de la phase 1. Ces acquis sont entre autres la naissance des projets communautaires, les points espoirs, les espaces de regroupement et les clubs d'enfants destinés à promouvoir le bien-être et le développement harmonieux des enfants. Également en actualité, après une semaine de formation sur le maintien de l'ordre, les forces de la gendarmerie ont participé à un exercice de restitution hier au camp des gardiens de préfecture à Logopé. Une session de recyclage pour mettre à niveau les troupes pour parer à toute éventualité. Et l'exercice s'est déroulé en présence du ministre Yahya Damhan de la Sécurité qui est allé apprécier l'opération et rappeler aux forces de l'ordre le sens du professionnalisme dans leur mission. Le compte rendu avec Carnaud Kili. Jet de gaz lacrymogène, des pneus brûlés et des échauffourées. Les éléments de la gendarmerie sont ici en opération de maintien de l'ordre sur le campus universitaire. Un exercice de restitution de la session de formation des troupes qui a duré une semaine au camp des gardiens de préfecture de Logopé. Nous avons mis cette semaine sur instruction du ministre de la Sécurité pour aiguiser davantage nos réflexes, la maîtrise, et faire preuve de professionnalisme dans nos missions prochaines. Puisque le parfait n'est pas de ce monde. Mais nous veillons quand même à ce que nos actions futures rentrent dans le parfait. Les forces de l'ordre et de sécurité renforcent ainsi leur capacité afin d'agir avec professionnalisme sur le terrain. Les moyens utilisés pour le maintien de l'ordre sont des moyens conventionnels qui sont proportionnels à la taille de la manifestation. Il vaut mieux qu'on finisse une manifestation dans la paix qu'avec des blessures. Toutes ces opérations sont donc assurées pour amener les forces de l'ordre et de sécurité à intégrer la notion du respect des droits de l'homme dans leur mission sur le terrain. Donc il faut savoir les gérer. Il faut les gérer d'une façon professionnelle pour qu'il n'y ait pas de casse, qu'il n'y ait pas de blessés.
Mais quoi qu'on dise, la force doit rester à la loi. Donc on a vu les différentes étapes. Au début, ils ne sont pas violents. À un moment donné, ils commencent par être un peu violents jusqu'à être très violents. Mais ce que les agents ont toujours à l'esprit, même s'ils sont très violents, il faut les amener à quitter le site sans faire de casse. À la fin de l'exercice, le calme est revenu sans incident majeur. Le ministre de la Sécurité a félicité les troupes pour la maîtrise et la technicité des opérations. La même session de renforcement des capacités des éléments de la gendarmerie s'est également déroulée à Sokodé, dans la région centrale. Et opération quasi similaire dans la région des Plateaux. Et c'est au stade municipal d'Atakpamé que les agents formés ont procédé à la phase pratique de la théorie reçue comme à Lomé. Yves Agbevivi. À l'origine, un match de football. Suite à un sifflet mal compris, les supporters décident d'en découdre avec l'arbitre. La tension est visible. Les forces de sécurité sont en alerte. Finalement, les supporters passent à la charge, les corps habillés s'interposent. La pacification des lieux n'a pas été facile, mais elle a été quand même avec l'utilisation des outils conventionnels. Voilà les exercices auxquels ont été soumis les agents des forces de l'ordre et de sécurité après une semaine de recyclage en gestion professionnelle des crises. Nous sommes dans la région des Plateaux pour aiguiser les réflexes de nos troupes. Les policiers, les gendarmes de la région des Plateaux, en termes de forces mutualisées, nous nous sommes évertués à relever les capacités de ces troupes-là, à leur rappeler le professionnalisme nécessaire dont ils doivent faire preuve au cours de leurs exercices. Nous avons choisi cet exercice pour vous intégrer tous les réflexes que nous avons acquis tout au long de cette semaine. Les manœuvres en cohésion et d'urgence, les arrestations de meneurs, la charge, les pas de charge et embarquement-débarquement, voilà le contenu de cette formation régionale des Plateaux qui a rappelé aux agents les dispositions relatives à la gestion des manifestations et au rétablissement de l'ordre. À l'étranger, c'est une certitude, il y aura bel et bien un second tour pour la présidentielle au Niger. Le président sortant, Mahamadou Issoufou, n'a pas remporté la victoire au premier tour comme il a promis. Avec un peu plus de 48% des voix, il affronte l'ancien Premier ministre Hama Amadou dans un second round inédit, ce dernier étant en prison. Regarde. Trompe tout tente, la présidentielle nigérienne se jouera en deux tours. Hama Amadou, 826 711 voix, soit 17,79%. Issoufou Mahamadou, 2 249 738 voix, soit 48,41%. Pas de victoire par KO comme il l'avait prédit. À 167 000 voix près, le président sortant Mahamadou Issoufou n'obtient pas la majorité absolue. À l'annonce des résultats, celui qui voulait à tout prix éviter un second tour se montre philosophe. Je m'étais fixé pour objectif de gagner cette élection dès le premier tour. Mais Dieu a décidé autrement. Le choix de Dieu est toujours le meilleur. Le second tour qui se profile est inédit. Le président sortant affrontera Hama Amadou, un opposant qui se trouve actuellement en prison. Poursuivi pour une affaire de trafic présumé de bébés nigérians, cet ancien Premier ministre fera campagne par procuration donc derrière les barreaux. Derrière Hama Amadou, avec 17% des voix, deux autres candidats et opposants, Seyni Oumarou qui a obtenu 12% et Mahaman Ousmane 6%. Le chef d'État devra faire face à cette opposition qui a promis de s'allier au second tour. Malgré les accusations de fraude électorale, le scrutin s'annonce donc plus ouvert que prévu. Du côté de Zurich, l'élection d'hier a porté Gianni Infantino à la tête de la Fédération internationale de football. Le nouveau patron de la planète football aura la lourde tâche de restaurer l'image d'une organisation sérieusement ébranlée. Les votes valables recueillis par Gianni, 115.
Voici le nouveau patron du ballon rond. Gianni Infantino est le nouveau président de la FIFA. Le Suisse d'origine italienne était l'un des favoris. Il a devancé le Cheikh Salman au deuxième tour du scrutin. 115 voix contre 88. À 45 ans, Gianni Infantino entame un mandat de 4 ans à la tête de la plus grande fédération sportive de la planète. Ce juriste de formation parle 5 langues et occupait le poste de secrétaire général de l'UEFA depuis 2009. C'est un proche de Michel Platini, un homme de l'ombre, propulsé candidat suite au scandale de corruption qui a secoué la FIFA. Rappelez-vous, l'an dernier, le FIFA Gate éclate. Le FBI enquête, inculpe et perquisitionne. Plusieurs têtes tombent jusqu'au sommet de la fédération. Blatter et Platini sont mis hors jeu. Un versement controversé d'1,8 million d'euros entraîne leur chute. Les grands patrons du football mondial sont suspendus. Une suspension de 8 ans ramenée à 6 ans cette semaine. Infantino succède donc à Blatter qui a régné durant 17 ans sur la planète football. Aujourd'hui, c'est le début d'une nouvelle ère. C'est le moment, mesdames et messieurs, de revenir au football. La FIFA a passé des moments tristes, des moments durs, des moments de crise. Mais c'est fini. C'est fini maintenant. On doit aller de l'avant. On doit appliquer les réformes, bien sûr. On doit appliquer la bonne gouvernance et la transparence. De fameux défis qui attendent Gianni Infantino, le nouveau patron de la FIFA, doit maintenant faire oublier Blatter et les affaires. Direction les États-Unis avec les suites des primaires pour désigner les candidats à la présidentielle de novembre prochain. Et chez les démocrates, on vote ce samedi en Caroline du Sud. Hillary Clinton part largement favorite devant son rival Bernie Sanders dans un État où 55% des électeurs démocrates sont noirs. Chez Keith, le coiffeur, c'est une discussion sans fin avec ses clients depuis des semaines. La primaire démocrate ici en Caroline du Sud. Chacun donne son avis sur le duel Clinton-Sanders, même si pour ces Afro-Américains, le choix est simple, ce sera Hillary. Depuis 1992, la marque Clinton est très populaire dans la communauté. Nous savions qu'Hillary soutenait Bill sur le projet de loi des droits civiques. Nous sommes tombés sous le charme de Bill et d'Hillary. Nous ne savons pas qui est Bernie Sanders, à moins de prendre le temps de le découvrir, alors que nous connaissons les Clinton depuis si longtemps. Ici à Columbia, les soutiens d'Hillary n'ont pas besoin de forcer le trait sur le contenu du programme de leur candidate. Promesse d'abattre les barrières qui empêchent les minorités de prospérer, ou encore réduction des disparités entre les peines infligées aux jeunes délinquants noirs et blancs. L'ex-première dame prêche des convaincus. Bernie Sanders en a bien conscience, même si des personnalités noires comme Spike Lee ou le rappeur Killer Mike le soutiennent. Le sénateur du Vermont accuse trop de retard chez les minorités, selon ce politologue. Sur ces questions, il n'a pas une position de leadership. Il ne s'est pas mis en avant. Avant juin, sa popularité était vraiment très faible. Alors qu'en face, le sénateur Clinton a la reconnaissance du nom presque universelle. La Caroline du Sud, où plus de la moitié des votants à la primaire démocrate de 2008 étaient noirs, place selon les sondages Hillary Clinton très largement devant. 56% des intentions de vote contre 28% à son adversaire, Bernie Sanders. Sur le plan national, le message de civisme fiscal a été porté cette semaine aux locataires du marché d'Agoué à Sieyé, une campagne de l'Office togolais des recettes OTR pour expliquer aux opérateurs économiques l'importance de payer l'impôt. Sonia Menikpo, Rachel Aoko. Elles ont compris le bien fondé du paiement des impôts et l'expriment à travers ce sketch. Ces revendeuses du marché d'Agoué à Sieyé s'engagent aux côtés de l'Office togolais des recettes pour faire passer le message du civisme fiscal qui fait l'objet de sensibilisation dans les différents marchés de Lomé. On parle toujours la sensibilisation. Eux aussi vont comprendre un jour. Parce que c'est difficile de comprendre quoi. En voyant le moment, il n'y a pas du marché. On arrive, on ne vend pas. Et on prend les tickets. Donc, à la fin du mois, de l'année comme ça, on vient en même temps vous taxer. C'est difficile de payer. Mais comme on nous a dit, on négociera comment payer ça. Donc, ça serait facile.
Avec cette stratégie de communication, la division éducation des contribuables de l'OTR entend nouer un partenariat avec les commerçants. Il y a une différence entre les taxes qu'elle paie à la préfecture et les impôts. Cette qui ne concerne pas encore les impôts. Les impôts, nous venons une fois l'an et sur les marchés, il s'agit de la perception. Donc nous venons une fois l'an pour percevoir les impôts qui sont dus au titre d'une année. C'est ce message-là que nous avons voulu passer à nos soeurs qui sont sur le marché d'acier, les sensibiliser davantage. Il y a une possibilité de morceler ce paiement. Et nous avons commencé avec les groupements, les responsables des groupements, puisque au marché d'acier ici, elles sont organisées en groupement. La sensibilisation a également porté sur les raisons de la création de l'Office togolais des recettes et les objectifs qui lui sont assignés. Les femmes, mais aussi les filles, sont nombreuses dans les marchés, d'autres secteurs d'activité et même dans les filières universitaires, mais peu choisissent la branche scientifique. Pour démystifier alors ce secteur pour la gente féminine, un projet a été élaboré par la FEMET. Esther Laclé nous en dit plus. Les filières scientifiques enregistraient un taux faible de filles. Elles étaient quasiment inexistantes dans ces filières. Et pour accéder au savoir scientifique, les femmes avaient recours à la lecture ou aux recherches personnelles. Dans la pratique, le choix des filières se fait généralement en classe de 3e. Les garçons optent pour les filières scientifiques et la plupart du temps, les filles préfèrent la littérature. Une tendance à renverser. Simone est étudiante dans la filière maritime. Juste le travail, c'est le travail qui paie, donc j'étais première de ma promotion, ça c'est bien. C'est juste ça. Il faudrait que je devienne commandant port, c'est mon premier objectif. Après ça, plus tard, je peux rester à l'administration du port pour servir mon pays, pour que j'ouvre aussi les portes à d'autres femmes, puisqu'actuellement je suis la seule dans le domaine au Togo. J'aimerais aussi ouvrir la porte, sensibiliser pour que d'autres femmes aussi puissent intégrer ce domaine. Tout comme Simone, plusieurs femmes togolaises essaient de changer la donne. Elles sont dans les travaux publics, l'électronique, la peinture, l'architecture, les sciences et les mathématiques. Bon, j'aime les sciences physiques. Étant donné que je suis fille et pour prouver aux filles que les sciences physiques sont faciles, j'ai préféré enseigner les sciences physiques pour leur donner, pour leur montrer ce que j'ai appris, leur transmettre la connaissance, pour qu'elles soient aussi attirées, qu'elles pensent que ce n'est pas difficile. Les difficultés ne manquent pas. Courage, abnégation et persévérance sont leurs mots d'ordre. Elles pensent même déjà à leur avenir. C'est la mécanique qui m'intéressait. Donc, dans des week-ends, je m'approche d'eux, je les aide, c'est-à-dire je vois comment eux ils travaillent. Nous utilisons beaucoup l'aspect féminin pour valoriser et capitaliser certains postes au sein de l'entreprise. Nous avons également après le recrutement, l'affectation, mise en place une stratégie pour qu'à l'avenir, les femmes aient plus de place qu'aujourd'hui. Les initiatives pour encourager les filles dans le choix des filières scientifiques se multiplient en milieu scolaire et associatif, avec bien à la clé un encadrement privilégié comme celui de l'AFEMET, Association des femmes exerçant dans le secteur minier et en entreprise au Togo. Nous voulons aider les filles à embrasser ces carrières et à travailler dans ces domaines. Comme ça, quand il y aura beaucoup de femmes dans ces domaines, elles ne seront plus une curiosité et tout le monde comprendra que c'est normal qu'une femme puisse être géologue, géotechnicienne, maçon, menuisier ou architecte. Le projet Pépinière pour AFEMET va donc promouvoir les filles dans les secteurs réservés aux hommes afin de tendre vers la parité prônée par les plus hautes autorités du Togo. L'hôpital secondaire de Bay dispose désormais d'un pavillon pédiatrique et un espace réservé aux enfants en séjour dans cet hôpital. Il s'agit de l'espace dénommé Fan Center, une initiative du groupe pharmaceutique Sanofi. Le compte rendu de l'inauguration avec Robert Potogbe et Antoinette Romao. Va voir.
Quelques coups de ciseaux faisant tomber le ruban joliment dressé et l'espace ludique du pavillon pédiatrique de l'hôpital de Baie s'ouvre pour les enfants hospitalisés. Un espace de divertissement construit par le groupe pharmaceutique Sanofi pour rendre les séjours confortables et agréables aux enfants hospitalisés et aux mamans qui les accompagnent. Un ensemble de conditions qui favorisent une guérison rapide des enfants qui sont hospitalisés ou qui viennent en consultation dans cet hôpital. Il y a une prise en charge médicale, il y a aussi le volet prise en charge psychologique, prise en charge morale qui doit accompagner la prise en charge thérapeutique pour favoriser une guérison rapide des malades. À ce jour, 8 espaces ludiques sont ouverts en Afrique de l'Ouest, dont 4 au Sénégal, 2 en Côte d'Ivoire, 1 au Mali et 1 au Burkina Faso. Au Togo, c'est l'hôpital de Baie qui est le premier bénéficiaire. C'est une joie pour moi parce que c'est un lieu de loisirs pour les enfants hospitalisés qui va permettre le développement psychosocial de ces enfants en dehors des soins qu'on donne. C'est un projet qui va donner du bien-être aux enfants de notre canton et de ses environs. Et nous voulons ici dire un sincère merci aux initiateurs de ce projet, en l'occurrence Sanofi. Le groupe Sanofi est un leader mondial de la santé. Il commercialise et développe des solutions thérapeutiques. C'est un laboratoire pharmaceutique, le premier en Afrique de l'Ouest, le premier en Europe. Donc un grand groupe qui fait la recherche, fabrique et met à la disposition des solutions thérapeutiques pour une meilleure prise en charge des malades, des patients. Et nous intervenons dans plusieurs domaines, sinon dans plusieurs aires thérapeutiques, partant bien entendu de la médecine de spécialités comme le diabète, comme l'hypertension, comme l'épilepsie. Cette inauguration s'inscrit dans un programme initié en faveur des enfants depuis 2012 dénommé Initiative pédiatrique. Le ticket ZEM mis sur le marché par la loterie nationale togolaise depuis quelque temps continue de faire des heureux gagnants. Et cette semaine, c'est du côté de Baguida qu'ont été remis les lots remportés. Albertine Yaki. Avec 200 francs CFA, Kofi Kodo, électricien bâtiment à Baguida, à travers le nouveau produit ZEM de la loterie nationale togolaise, Lonato a gagné une moto. Je suis électricien bâtiment, donc avant j'allais au chantier à pied et aux émigrants, des fois en voiture, mais cette fois-ci je vais aller au chantier avec ma propre moto. Les revendeurs du produit ZEM exhortent les habitants de la localité de Baguida à tenter leur chance et à saisir cette opportunité offerte par la Lonato. J'invite tout le monde aussi à nous emboîter le pas. Spécialement à Baguida, je sais qu'on aura plus de choses comme celle-ci et je souhaite cette chance à tout le monde. Pour le chef d'agence du milieu, c'est sa zone qui est honorée. La moto a été gagnée dans ma zone, donc ça prouve que avec la Lonato, c'est du sérieux. Donc j'invite tous les parieurs à emboîter le pas à l'heureux gagnant. Si aujourd'hui ils ne gagnent pas, ce qui est sûr c'est que demain, ce sera leur tour. Donc qui osent gagnent. Lancé depuis le 5 janvier 2016, le produit ZEM est le dernier né des produits de la Lonato. Le principe du jeu est tout simple. Le parieur s'octroie un billet à 200 francs. Il procède au grattage qui lui affiche 3 fois le symbole étoile. Ceci lui donne droit au gain du lot indiqué. Plus de 200 étudiants de différentes écoles et universités participeront à la 3e édition du concours Campus en live. Il s'agit d'une compétition de musique interuniversitaire initiée depuis 2013 pour amener les jeunes à extérioriser leur talent artistique en vue de participer à l'émergence de l'entreprise musicale dans notre pays. Les précisions avec Honorine et Claude Dodouaré et Esther Laclé. Show
Du 26 février au 11 juin prochain, les candidats issus des différentes écoles et universités du Togo vont compétir pour décrocher le titre du roi ou de la reine de la musique universitaire. L'événement est dénommé Campus en Live, un concours interuniversitaire initié par un groupe d'étudiants pour favoriser l'émergence des jeunes talents de la musique et promouvoir l'entrepreneuriat artistique en milieu universitaire. Une initiative qui est déjà à sa 3e édition. Nous avons changé de dimension. Nous avons changé les manières de faire. Nous avons une démarche beaucoup plus participative envers les lauréats. Et ce projet n'appelle pas simplement les candidats à venir compétir, mais par contre, nous les formons. Nous leur donnons beaucoup de soutien technique, nous les encadrons. Et cette année, nous leur offrons aussi des cours de musique. En dehors de son caractère culturel, le concours Campus en Live constitue un espace de convivialité, d'échange et de formation des jeunes. Pour cette année, les innovations sont importantes. Il y a par exemple des excursions à faire, il y a par exemple des formations à faire, il y a par exemple des rencontres et des échanges avec les musiciens confirmés. Il y a des voyages même que nous comptons faire pour des festivals de la sous-région. Le concours est ouvert à tous les jeunes universitaires âgés de 18 ans au moins. Il vient renforcer les structures de promotion des talents artistiques. Fin donc de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise. Retrouvez Edem Sousoupo à 22h30 pour la dernière édition du journal. Au revoir.